Nous continuons aujourd'hui notre aventure de formation pour débutants avec les moyennes mobiles et la structure du marché. On ne peut pas parler de formation pour débutants sans parler de moyennes mobiles. C'est vraiment impossible. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de voir le rapprochement entre les moyennes mobiles et la structure du marché. Comment ça marche vraiment avec les moyennes mobiles, comment les utiliser et surtout, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il ne faut jamais faire avec les moyennes mobiles. On va voir tout ça dans cette vidéo. Si c'est votre première vidéo, sachez qu'on a déjà vu tous les sujets qu'il y a ici. Et si vous les avez ratés, je vous recommande de recommencer depuis le début de cette playlist. Dans les précédentes vidéos, on avait vu plusieurs phases de marché. On avait vu une tendance haussière qui était à peu près comme ça, qui a cette structure-là. On a vu une tendance baissière qui a cette structure-là à peu près. On a vu une phase de retournement tendance haussière à tendance baissière qui avait l'air de quelque chose comme ça. On a vu une phase de retournement tendance baissière, tendance haussière qui a l'air de quelque chose comme ça. On a vu des phases de consolidation ou des phases de range qui sont comme ça. Et on a utilisé la théorie de Dow pour définir tout ça. On a dit que la théorie de Dow était l'outil, la technique la plus simple qui permettait facilement de reconnaître un marché haussier. Et on disait que pour un marché haussier, le prix faisait tout simplement des pics de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts en même temps. Et quand c'est vérifié comme ça, on va dire que nous sommes sur un marché haussier. Donc, on va chercher des opportunités d'achat. Ici, on voit tout simplement des pics de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. On va dire qu'on a un marché baissier. Et là, en fait, on a un marché haussier et ensuite, on a un marché baissier qui débute, qui commence. Donc là, on a dit qu'il y a une transition ici de marché haussier à marché baissier. Et là, on constate que les propriétés qu'il y avait ici commencent à ne plus être respectées déjà à partir d'ici. Et on voit que le prix qui faisait des pics et des creux de plus en plus haut cesse de le faire avec la règle qui est brisée à partir d'ici. Et là, maintenant, le prix commence à faire des pics et des creux de plus en plus bas. Donc, on plonge dans une tendance baissière. Et c'est exactement l'inverse ici. Le marché en consolidation, on avait dit que c'est lorsque le prix fait des pics et des creux alignés. OK? Et bon, pas alignés, mais horizontalement. OK? C'est ça un marché en consolidation. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passe avec les moyennes mobiles? C'est-à-dire que les moyennes mobiles ici, ce sont en fait des indicateurs techniques. C'est la première fois que j'emploie, ou bien la deuxième fois que j'emploie ce terme. On va développer ce que c'est que les indicateurs techniques un peu plus loin. OK? On va bien rentrer en profondeur. Mais comprenez que les moyennes mobiles, c'est aussi des outils qui permettent aussi d'avoir une idée de la tendance. Parce que d'ici là, on définissait la tendance comment? On définissait la tendance en utilisant les pics et les creux. Donc, pour une tendance haussière, on sait comment les pics et les creux doivent être. Pour une tendance baissière, on sait comment les pics et les creux doivent être. Ainsi de suite. Maintenant, la moyenne mobile est une deuxième méthode, ou bien est une autre méthode qui nous permet d'avoir une idée de la tendance, de savoir si, ok, la tendance est haussière, baissière, ou en range, ou bien dans cette phase-là aussi. Vous voyez? Je rappelle que on a vu au départ ce que c'était que la structure du marché. On a vu le rapport entre les lignes de tendance et la structure du marché. Et maintenant, on veut voir le rapport entre les moyennes mobiles et la structure du marché. Et surtout voir comment ça s'utilise. Et quelles sont les erreurs à éviter quand il s'agit de l'utilisation de cet indicateur-là. Tout simplement. OK? Voilà, pour aller plus vite, on va basculer directement sur les graphiques et on va commencer maintenant à voir vraiment ce que c'est que les moyennes mobiles. Voilà, nous voilà d'abord sur MT5. On va voir comment on applique les moyennes mobiles ici. Où retrouver les moyennes mobiles ici? C'est très facile. Vous venez dans Insérer, Indicateur.
puisque les moyennes mobiles, ce sont des indicateurs, vous venez dans indicateurs et vous allez voir qu'il y a plusieurs types d'indicateurs ici. Vous voyez que là, je parle des moyennes mobiles, je parle dans un contexte de tendance, d'analyse, de structure. Pourquoi? C'est parce que c'est un indicateur de tendance. Vous venez ici et vous allez voir qu'il y a plusieurs indicateurs de tendance ici. Et là, vous allez voir qu'il y a Moving Average, qui veut dire moyenne mobile en anglais. Il y a Ishimoku, il y a Standard Deviation, il y a les bandes de Bollinger. Mais pour cette formation, je me suis dit que j'allais faire seulement pour les moyennes mobiles. Voilà, je pense que ça fait partie des plus importants. À côté de ça, il y a d'autres indicateurs, d'autres classes d'indicateurs. Il y a des indicateurs oscillateurs ici, il y a des indicateurs de volume, il y a des indicateurs de B. Williams, des indicateurs personnalisés. Donc, il y a tout ça. Maintenant, on va appliquer les moyennes mobiles. Il suffit tout simplement de cliquer là-dessus et on vous envoie ça. Ça, c'est quoi? Ce sont les paramètres de la moyenne mobile. Je vous avais dit, je sais pas, mais sachez que les moyennes mobiles, ce sont des indicateurs techniques. Donc, tout indicateur technique est basé sur des formules de calcul. Ce sont des formules mathématiques qu'on a implémentées dans le logiciel qui permet d'afficher une représentation différente du graphique selon la méthode de calcul de l'indicateur. Donc, pour pouvoir bien fonctionner, voici les variables à insérer. Vous voyez, c'est un peu comme pour ceux qui ont tous fait la terminale, par exemple, les fonctions. Vous voyez, les fonctions qu'on a étudiées, on vous dit, par exemple, f de x. Par exemple, f de x égale à, voilà, 2x au carré, je sais pas comment mettre le carré ici, plus ou bien moins 3x, voilà, plus 1, vous voyez, et on vous dit de résoudre. Vous voyez que pour cette équation-là, il y a une variable qui est inconnue ici. Vous voyez, la variable inconnue, c'est x. Et lorsqu'on connaît cette variable inconnue x, on peut tracer la courbe ou bien on peut résoudre, connaître ou bien déterminer la variable x ici, c'est résoudre l'équation. Et quand on résout l'équation, on peut tracer la courbe, on peut faire tout ce qu'on veut, tout ça. Il y a des équations à plusieurs variables aussi, vous voyez, pour ceux qui sont un peu avancés. Donc, c'est la même chose ici. Donc, quand on prend la moyenne mobile ici ou bien tous les indicateurs, c'est comme ça fonctionne. Vous voyez ça comme une fonction. Et les valeurs qu'il y a ici que vous allez renseigner, ce sont les inconnus de la fonction. Donc, il y a la période ici. Vous pouvez considérer ça comme un x. Ça, c'est une autre période, ça fait y. Voici une autre période ici. Et oui, ça, c'est, comment dire, une autre variable. Voici une troisième variable. Voici une autre variable ici. Vous voyez, ça, ce sont les variables importantes de notre fonction qui est la moyenne mobile. Donc, quand on renseigne ces variables-là et on applique, on aura la courbe qui sera tracée en fonction de ces variables-là, tout simplement. C'est clair, j'espère. Maintenant, ce qu'on a ici, c'est simple. Ce qu'il y a ici, c'est le style. OK, c'est pour modifier la couleur, la forme, tout ça. Ça, c'est trop facile. La période ici, c'est quoi? La période ici, pour comprendre la période, vous devez comprendre ce que c'est que vraiment les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles, c'est cette formule mathématique-là qui permet de calculer la moyenne des dernières bougies de notre graphique. Si la période est réglée à 10, ça veut dire que à chaque fois, la formule va prendre en compte les 10 dernières bougies. Vous voyez, si c'est réglé à 10, les 10 dernières bougies. Si c'est réglé à 20, ça sera les 20 dernières bougies. Ainsi de suite. Et la courbe se dessine. Vous voyez? Maintenant, la question que vous pouvez me poser, c'est les 10 dernières bougies, quel niveau de prix de chaque dernière bougie? Vous voyez ce que je veux dire? Regardez bien ici. On va annuler ça. Regardez bien là. Je vais zoomer un peu. On va zoomer. Voilà. Ici, si on veut prendre les 10 dernières bougies ici, on a ça
Vous voyez, on a cette bougie-là. Bon, 10 dernières bougies. Je laisse la bougie en cours. Elle n'est pas encore terminée. Donc, on a ça, 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 ainsi de suite. Voilà, pour chaque bougie, on a des informations importantes. On a le prix d'ouverture qui est là, qu'on avait vu. On a le prix de fermeture. On a le plus haut, le plus bas. Donc, on doit indiquer à la formule quel prix il veut utiliser pour faire les calculs. Non seulement on doit lui dire les dernières bougies qu'il va utiliser pour faire le calcul, mais on doit lui dire pour chaque bougie à utiliser quel prix il veut. Est-ce qu'il va utiliser le prix le plus haut, ou bien est-ce qu'il va utiliser le prix le plus bas, ou bien le prix d'ouverture, le prix de clôture pour faire le calcul. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, on doit donner cette indication légalement. Donc, si on vient ici, on vient rajouter une moyenne mobile. Vous allez voir que ici, on avait vu la période, je vous ai dit, c'est les dernières bougies. Et ici, la méthode. La méthode, c'est ça. La méthode, c'est autre chose. On va y revenir. Mais ici, appliqué à clôture, c'est vous dire que ça veut dire que pour chaque 10 dernières bougies, on va utiliser le prix de clôture pour calculer la moyenne mobile, le prix de clôture de chaque bougie. Vous voyez, si on choisit, on met sur Open, on va utiliser le prix d'ouverture de chaque bougie. Ça, c'est le prix le plus haut de chaque bougie, le prix le plus bas de chaque bougie. Vous voyez, ici, c'est le prix médian. Donc, ça veut dire on va faire le prix le plus haut plus le prix le plus bas divisé par 2. Vous voyez, ici, mettre typical price. Donc, ici, c'est le prix le plus haut plus le prix le plus bas plus le prix de clôture divisé par 3. Vous voyez, ici, c'est le prix le plus haut, le prix le plus bas plus 2 fois le prix de clôture divisé par 4. Vous voyez, il y a d'autres aussi. Il y a HLLC où on prend quoi? On prend le prix le plus haut, le prix le plus bas, le prix d'ouverture, le prix de clôture. Voilà, c'est OHLC, voilà, divisé par 4. Ils n'ont pas mis ça ici. Il y a ça aussi qui est possible aussi. Donc ça veut dire que pour notre exemple, on va garder close qui est beaucoup utilisé. Donc si on garde close ici, ça veut dire que, OK, le prix va utiliser chaque prix de clôture des 10 dernières bougies. Il va faire la somme de chaque prix de clôture des 10 dernières bougies et il va diviser le tout par 10. Et il va nous trouver la valeur de la moyenne mobile. Vous voyez, c'est tout simplement ça. La méthode ici, c'est le type de moyenne mobile. Il y a plusieurs types de moyenne mobile. Il y a ce qu'on appelle moyenne mobile simple. Il y a ce qu'on appelle moyenne mobile exponentielle. Il y a smooth. Il y a linear weights. Il y a tout ça là. Donc, ici, c'est des formules mathématiques. Si vous faites tout là, vous allez sur Google, vous tapez formule mathématique de la moyenne mobile simple, vous allez trouver. Il y a une formule spéciale pour ça. Moyenne mobile exponentielle, il y a une formule également pour ça. Il y a des formules pour tout ça là, en fait. Vous voyez? Voilà. Donc, ici, on a la possibilité de choisir le type de moyenne mobile. Donc, généralement, ce qui est beaucoup utilisé ici également, c'est la moyenne mobile simple et la moyenne mobile exponentielle. Les deux sont très utilisés. Donc, pour notre exemple ici, on va continuer avec la moyenne mobile simple. La période, on va la garder à 10 et on va laisser sur close. On va garder la couleur rouge. On peut décider de quelle couleur la moyenne mobile sera. On peut choisir la taille le poids de la ligne de la moyenne mobile ici. On fait OK. Et on a tout ça, on a la moyenne mobile qui s'affiche. Voilà, donc ça, c'est la moyenne mobile à 10 périodes. Donc, ça veut dire que le prix prend en compte les 10 dernières bougies ici. OK? On va modifier la période. Donc, pour modifier, vous pouvez modifier encore. Si vous voulez, vous faites option là-dessus, ou bien vous double-cliquez là-dessus normalement. Voilà, et ça vient. Vous cliquez sur 3, par exemple, ici. Vous faites OK. Vous voyez, la moyenne mobile est beaucoup plus serrée. Donc ici, ce qui se passe, c'est que le prix va prendre en compte les 3 dernières bougies à chaque fois. Donc ça veut dire que là maintenant, il va prendre, allons sur un graphique beaucoup plus rapide. Allons en M5, yes, M1, voilà, venons en M1. Exactement, ça c'est la moyenne mobile. Qu'est-ce que le prix va faire ici?
le prix va prendre, vous voyez actuellement, il va prendre en compte 1, 2, 3, les 3 bougies là. La moyenne mobile réglée sur 3 périodes. Il prend en compte ces 3 bougies là. Il calcule la moyenne et il laisse un point quelque part ici. Vous voyez, il laisse un point là. La bougie en cours, dès qu'elle termine sa formation, une nouvelle moyenne mobile se met à se calculer parce que le prix évolue à chaque fois. Vous voyez, vous allez voir ce qui va se passer maintenant. Je veux que vous compreniez comment le processus se passe pour qu'on ait des tracés comme ça. Vous voyez, voilà. Donc ici, cette bougie vient de clôturer. Donc ici maintenant, quelles sont les 3 dernières bougies qu'on a? Les 3 dernières bougies qu'on a. On a la nouvelle bougie avec les 2 là, donc ça fait ça. Voici les 3 dernières bougies. Donc, la moyenne mobile sera calculée avec ces 3 dernières bougies, la nouvelle moyenne mobile. Et là, on aura un autre point qui va se mettre là. Vous voyez? Donc, à chaque fois, on prend les 3 dernières bougies, on calcule la moyenne mobile, on trouve un point. On calcule la moyenne mobile, à chaque fois, on trouve un autre point, 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 ainsi de suite. En fait, vous voyez? La somme de ces points-là, lorsqu'on trace maintenant un trait qui relie tous ces points-là, en fait, on trace un trait qui relie tous ces points-là, on aura la moyenne mobile. C'est comme ça fonctionne en fait. C'est tout simplement comme ça marche. Maintenant, la période va jouer. Si la période est faible, comme ce que j'ai choisi là, 3, le prix va prendre en compte les 3 dernières bougies à chaque fois et ça fera que le prix, la moyenne mobile sera trop proche du prix. La moyenne mobile sera trop serrée. Vous voyez que là, c'est trop serré. Mais si la moyenne, plus la moyenne mobile devient, la période devient élevée, supposons on quitte 3 pour 10, vous allez voir que la moyenne mobile va commencer à se détacher progressivement du prix. Ok, on va changer la période. Ici, on est sur 3. On va la modifier. On peut faire option, on vient dans liste des indicateurs, on va trouver notre moyenne mobile ici, on fait propriété et on peut modifier. Cette fois-ci, on va mettre 10, on met OK. Regardez, en même temps, vous voyez qu'elle s'est détachée un peu plus. Vous voyez, elle s'est détachée un peu plus et cette fois-ci, ça veut dire que lorsque cette bougie va clôturer, elle va la prendre en compte pour calculer la moyenne mobile, mais cette fois-ci, en la prenant en compte, elle va prendre 9 bougies en plus derrière et ça va faire 10 bougies. Vous voyez, on peut modifier encore ici. On peut ajouter 50. Voilà, et vous allez voir que ça se détache encore beaucoup plus. Pourquoi? Parce que le prix prend en compte les 50 dernières bougies. En fait, donc finalement, vous allez voir que la moyenne mobile permet de répondre à une question fondamentale. C'est un peu comme si quelqu'un vous demandait aujourd'hui, quel est le prix moyen? Quel est le prix moyen? En moyenne, quel est le prix de USDJPY? Regardez comment le prix varie ici. Vous voyez, USDJPY. Vous ne pouvez pas lui dire que c'est 149,56. Regardez, parce que ça change en même temps. Regardez ici complètement, ici, sur l'échelle là. Regardez comment le prix varie. On vous demande le prix. Quel est le prix que vous allez donner? Si vous lui dites 149,57, ça a déjà changé. Ça change à chaque fois. Donc, le prix que vous pouvez lui donner, peut-être, c'est le prix moyen. Le prix moyen. Là, le prix moyen a plus de sens que de donner le prix là. Vous voyez? Voilà. Donc, ici, vous pouvez lui dire, OK, actuellement, là, maintenant, vous regardez le prix de la dernière moyenne mobile ici. Vous pouvez dire, OK, le prix moyen de USDJPY actuellement est autour de, vous voyez, et vous regardez là, ça fait 149,64 sur 50 périodes. Et là, on a un prix moyen. Et là, il reflète mieux les choses parce qu'on sait que c'est une moyenne, en fait. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça l'idée de la moyenne mobile. La moyenne mobile nous permet de savoir ce que le prix est en train de faire en moyenne. C'est tout. Maintenant, lorsqu'on change d'unité de temps, ce prix moyen va changer. Parce que si je viens en M30, la moyenne mobile va changer. Si je viens en D1, la moyenne mobile va changer. Parce que cette fois-ci, on prend en compte uniquement les bougies D1. Ici, on prend en compte les bougies quoi? On prend en compte les bougies
H4. Donc, à chaque fois, la moyenne mobile va varier selon le time frame qu'on a devant nous. Et c'est évident, c'est normal. OK? J'espère que vous comprenez cette introduction aux moyennes mobiles qui est un peu longue. C'était un peu trop difficile à faire pour moi également parce que voilà, c'est des anciennes notions et tout. Voilà, maintenant que vous avez compris comment ça marche, comment on applique les moyennes mobiles ici, on va basculer, on va aller sur l'autre plateforme TradingView. Je vais vous montrer comment on applique les moyennes mobiles là-bas et on va continuer maintenant les explications pour la suite. Voilà, vous venez dans indicateur, vous fouillez, vous venez dans technique ici, vous descendez, vous allez voir quelque part, on a mis moyenne mobile simple. Moyenne mobile simple, il est où, il est où, il est où? Voilà, moyenne mobile simple, je vais faire ça et vous cliquez là-dessus. Il vous affiche les paramètres ou bien vous pouvez venir cliquer sur le truc ici, vous voyez sur ça, vous avez les paramètres aussi qui s'affichent. Et là, on peut choisir encore les mêmes informations. Donc ici, vous avez la période qu'on a mis ici, c'est 9. C'est la longueur, c'est la même chose. La source, c'est ce qu'on avait de l'autre côté qui était comment dire, les différents niveaux de prix de la bougie qu'on peut utiliser. Donc, on a l'ouverture, on a le haut, le bas, la fermeture. On a le plus haut plus le plus bas divisé par 2, le plus haut plus le plus bas plus la clôture divisé par 3. On a ça. Il y a plus ici de possibilités, vous voyez. Voilà, donc il y a le décalage que j'utilise pas vraiment. Ici, il y a les méthodes maintenant. Voilà. Ici, il y a la moyenne mobile simple, moyenne mobile exponentielle, comme ce qu'on avait vu là-bas, avec d'autres méthodes également. Vous voyez. Donc, une fois que vous réglez ce que vous voulez, vous faites d'accord et la moyenne mobile s'applique tout simplement. Vous voyez. Voilà. Donc ici, on va appliquer plusieurs moyennes mobiles. On va commencer d'abord avec la moyenne mobile 20 qui est très utilisée. 20 périodes à la fermeture simple. Voilà. On va l'afficher comme ça et on va faire partie celui-là. La question qu'on va se poser maintenant avec tout ce qu'on a vu, c'est comment on définit la structure avec une moyenne mobile. Comment on définit la tendance avec une moyenne mobile. Vous voyez, la réponse est simple. Lorsque nous sommes dans une tendance haussière, la remarque qu'on peut faire, c'est simple. Vous-même, vous pouvez créer la définition. Vous pouvez observer quelles sont les phases ici où nous avons une tendance haussière. Voici une tendance haussière ici. Voici une autre phase où on a une tendance haussière un peu derrière ici. Comment le prix se comporte par rapport à la ligne de la moyenne mobile, à la moyenne mobile. Vous pouvez voir que le prix est au-dessus de la moyenne mobile quand on est dans une tendance haussière. Quand on est dans une tendance baissière, le prix a tendance à rester en dessous de la moyenne mobile. Donc, c'est tout simplement ça la définition. Donc, dans une tendance haussière, le prix évolue en haut de la moyenne mobile. Dans une tendance baissière, le prix évolue en bas de la moyenne mobile. Maintenant, lorsque le marché est en consolidation, un peu comme ce que vous pouvez voir ici, le comportement est simple, c'est que la moyenne mobile s'entremêle avec le prix. Et là, ça forme un peu quelque chose comme la moyenne mobile tente de devenir quasiment horizontale aussi. Donc, lorsqu'on est en consolidation, en range, c'est exactement ce comportement-là qu'on a d'une moyenne mobile, tout simplement. Donc ça, c'est la définition d'une moyenne mobile, d'une seule moyenne mobile. Mais quelle est la définition lorsqu'on a plusieurs moyennes mobiles, 2 moyennes mobiles, 3 moyennes mobiles? Supposons qu'on a une deuxième moyenne mobile qu'on va ajouter ici. Ça sera la moyenne mobile 50. On a ajouté 20. On va ajouter la moyenne mobile 50. À la fermeture toujours, on va l'appliquer sur les graphiques. On va la rendre visible ici. On va modifier peut-être la couleur pour que ça soit beaucoup plus intéressant. Mettre jaune, c'est pas mal. On va augmenter la taille. Voilà, parfait.
Ok, ici, on a maintenant deux moyennes mobiles. On a la moyenne mobile la plus proche du prix, qui est celle-là. Pourquoi elle est la plus proche du prix? Dites-moi en commentaire pourquoi cette moyenne mobile est plus proche du prix. Si vous avez bien compris la vidéo précédente, tout ce que j'ai expliqué, et pourquoi celle-là est plus éloignée du prix par rapport à l'autre. Donc, vous avez 2 secondes pour répondre avant que je continue. 1, 2, vous pouvez faire pause et répondre avant d'écouter ma réponse. Celle-là est plus proche parce que sa période est plus courte. Elle est à 20 périodes et celle-là est plus élevée, est plus éloignée parce que la période est plus grande. Elle est à 50 périodes. Donc ici, on va ajouter encore une troisième moyenne mobile. Ok, on revient ici. Bon, disons. Ok, j'espère que c'est clair. Donc on continue. Ici, lorsqu'on a plusieurs moyennes mobiles, la définition devient différente. La moyenne mobile, la tendance est haussière lorsque le prix évolue au-delà des deux moyennes mobiles, ça c'est un, et aussi lorsque l'écart, et surtout lorsque l'écart entre les deux moyennes mobiles est croissant. Vous voyez que ici, l'écart était faible, l'écart devient de plus en plus grand. Donc souvent, c'est le constat qu'on fait dans une tendance haussière, c'est qu'on constate que l'écart est de plus en plus croissant. Vous voyez, l'écart des deux moyennes mobiles, ou bien des moyennes mobiles qu'on a sur les graphiques. Remarquez ici que voilà, l'écart devient de plus en plus croissant. Vous voyez, exactement comme ici, la tendance est haussière, les deux moyennes mobiles évoluent dans le même sens et l'écart est de plus en plus croissant. Vous voyez? Maintenant, l'autre chose, c'est quoi? C'est que lorsque l'écart devient de plus en plus croissant, on doit faire attention. Ça veut dire que le prix devient très étendu parce que l'écart devient croissant. À un certain moment, l'écart va se resserrer. Donc, il faut faire attention. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que la moyenne mobile ici peut servir même à d'autres utilités qu'à définir la tendance. Puisque déjà, on sait que lorsque l'écart devient croissant, à un certain moment, l'écart va se resserrer. Ça veut dire que ça peut nous aider à savoir même quand sortir de position. Vous voyez? Donc, ça peut être utile dans ce sens-là. Voilà, récapitulons rapidement. Tendance haussière, avec une seule moyenne mobile, on a le prix qui évolue en haut de la moyenne mobile. Inversement, pour une tendance baissière, lorsqu'on a deux moyennes mobiles ou plusieurs moyennes mobiles, on a l'écart de ces deux moyennes mobiles. On a d'abord le prix qui évolue en haut de cette moyenne mobile-là, de ces moyennes mobiles, et on a l'écart en fait qui est croissant. Et on a l'inverse pour une tendance baissière. Lorsqu'on a une tendance baissière, on a le prix qui évolue au-delà des deux moyennes mobiles et on a aussi l'écart entre les deux moyennes mobiles qui deviennent comment? Qui sont croissants aussi. C'est une tendance baissière. C'est pas pour ça que ça va être décroissant. On a l'écart qui est également croissant dans une tendance baissière aussi. Regardez, l'écart est croissant. Vous voyez? Donc, c'est tout ce que vous devez savoir de la manière dont on définit la tendance avec les moyennes mobiles. Maintenant, la question fondamentale ici, c'est est-ce que cette méthode de définition, d'analyse de la tendance avec les moyennes mobiles est efficace? Est-ce que c'est efficace? La réponse est non. Absolument non. C'est pas aussi efficace qu'on aurait souhaité. Je vous démontre pourquoi. On va faire un petit replay, ok? On va faire un replay rapidement. C'est-à-dire, on va jouer en arrière. Voilà, je vais couper quelque part ici. Et on va essayer de voir à quel moment, déjà, attendez, venons ici. Voilà, venons là. On est baissier, c'est clair. Et puis, les propriétés de la tendance baissière sont vérifiées avec la théorie de dos. Et les propriétés de la tendance baissière sont vérifiées aussi avec les moyennes mobiles. Maintenant, on va progresser. On va progresser et on va voir ce qui va se passer. Ok, selon la théorie de dos ici, avec la théorie de dos ici, qu'est-ce qu'on peut dire déjà? On a
le prix qui n'a pas pu casser ce niveau-là, il n'a pas pu faire un plus bas. Bon, il a cassé légèrement, il n'a pas bien cassé, mais il a cassé légèrement. Il fait demi-tour, ok. Ici, il casse le dernier plus haut. Donc là, avec la théorie de dos, on sait qu'on a un retournement qui commence. La théorie de dos nous dit déjà qu'on a un retournement qui commence. C'est clair. Les propriétés de la tendance baissière sont violées. Donc, c'est clair qu'on a beaucoup de chances de chuter. Ça, c'est un. La théorie de dos nous alerte un peu plus vite. OK. Regardons la ligne de tendance. Si on met la ligne de tendance ici, je vais changer de couleur. Choisis rouge, pas mal. Voilà, si on met la ligne de tendance aussi nous alerte un peu plus vite parce que là, j'ai mis la ligne de tendance la plus extrême. Hein. Regardez, malgré qu'elle est la plus extrême ici, voilà, elle nous alerte parce que là, je pouvais mettre une autre ligne de tendance, peut-être celle-là qui allait être beaucoup plus alertante, mais on va la laisser. Il n'y a pas de souci, on va la laisser. On va prendre en compte seulement celle-là. Donc, cette ligne de tendance aussi nous alerte que, avec le prix qui la casse, nous alerte que, bon, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a un retournement de tendance qui se prépare. Mais la moyenne mobile ne nous dit encore rien. L'idée, c'est de voir à quel moment précis la moyenne mobile va nous informer qu'on est dans qu'on a une phase de retournement ou bien il y a une tendance haussière. Ok, on va évoluer. La moyenne mobile ne dit pas grand-chose. Elle commence un croisement. Ok, voilà, le croisement devient haussier. Ok, voilà. Donc disons quasiment, on est sûr maintenant que, ok, avec la moyenne mobile maintenant, on peut dire là maintenant c'est beaucoup plus clair. Si on revient un peu en arrière comme ça, ici, c'est pas aussi clair que ça. C'est pas suffisant avec une moyenne mobile pour dire qu'on a un retournement. Là, c'est pas suffisant. Vous voyez? Mais regardons avec la théorie de dos. Avec la théorie de dos, on a le prix qui fait un pic plus haut que le pic précédent. Il fait un creux ici, bon, disons, il vient de créer un creux ici plus haut que le creux précédent. Donc déjà, quelque part ici, déjà avec la théorie de dos, on pouvait planifier un achat, déjà. Alors que, à ce moment-là, la moyenne mobile n'était pas encore prête pour nous informer de planifier quelque chose. Où est-ce que je veux dire? Voilà. Maintenant, on va voir à quel moment maintenant la moyenne mobile sera vraiment prête. Voilà, donc on y va. Voilà, donc là maintenant ça devient intéressant en fait. Là maintenant ça devient intéressant, la moyenne mobile commence à se retrouver, vous voyez, elle commence à se retrouver. Donc disons que en général ce qui se passe c'est que lorsque la moyenne mobile commence à nous donner le signal d'achat, en général le mouvement est déjà trop parti. Parce que ici, comme vous pouvez le constater, la moyenne mobile nous a informé quelque part là. Alors que lorsqu'elle nous a informé, le prix était non seulement en impulsion, mais aussi on avait déjà fait ce mouvement-là qui est déjà raté. Donc ça fait que globalement, la moyenne mobile, même si elle peut servir d'analyse de tendance, elle reste impuissante sur certains aspects et elle reste moins puissante par rapport aux autres techniques qu'on a comme l'utilisation de la structure du marché même avec la théorie de dos. La compréhension, l'interprétation de la théorie de dos reste plus puissante et les lignes de tendance aussi même restent beaucoup plus intéressantes. Vous voyez? Maintenant, ça ne veut pas dire que les moyennes mobiles ne sont pas bien, non, loin de là. Et c'est là que je vais insister sur quelque chose qui est très important en trading que beaucoup ne comprennent pas. Il y a beaucoup qui tombent dans cette erreur grave-là de dénigrer les indicateurs, de dénigrer les choses. Le plus important ici, c'est de trouver la formule magique. Parce qu'il y a des gens qui utilisent les moyennes mobiles d'une autre façon et qui font beaucoup d'argent, qui s'en sortent très bien.
Donc, le plus important, c'est de trouver une formule avec les moyennes mobiles si ça vous intéresse et de vérifier avec ce qu'on appelle les backtests. On va voir ça dans les prochaines vidéos. Vérifier. Vérifier sur 100 échantillons, 200 échantillons, 300 échantillons. Voir est-ce que ce que j'ai détecté, ce schéma-là que j'ai trouvé avec les moyennes mobiles, est-ce que ça marche sur 300 positions? Sur 300 positions, quel est le taux de succès? Est-ce que ça marche dans 80% des cas ou bien ça marche dans 50% des cas? Si ça marche dans 50% des cas, quel est le risk-reward moyen que je peux avoir? Si le risk-reward est intéressant, ça veut dire que vous avez une stratégie qui marche. Donc, on ne se lève pas comme ça pour dire qu'une stratégie ne marche pas. On vérifie d'abord. On vérifie, on teste et on a les statistiques. Et c'est avec les statistiques qu'on peut décider que telle chose marche ou pas. Malheureusement, aujourd'hui, les gens ne vérifient rien. Comme je l'avais déjà dit dans l'une des vidéos, les gens ne vérifient rien et les gens se mettent à critiquer tout. C'est grave. C'est grave. Vous voyez? Voilà. Maintenant, j'espère que vous avez compris un peu l'idée. C'est vrai qu'il y a des faiblesses que les moyennes mobiles ont, mais ça ne veut pas dire que c'est pas utilisable. Ça ne veut pas dire qu'il faut jamais utiliser. Non, pas du tout. Vous voyez, il y a toujours des solutions. Maintenant, on va voir ce qui va se passer par la suite ici. On va continuer avec le play. On avance, on avance, on avance. On va voir à quel moment il y aura un retournement. Vous voyez, déjà, regardez ici, la moyenne mobile quelque part ici, elle est bien écartée. Donc, ça veut dire qu'il faut faire attention. Là, elle peut être très utile parce qu'elle est bien écartée. Quand elle est très écartée comme ça, les deux moyennes mobiles, ça peut nous informer qu'il faut faire attention et que le prix peut se retourner peut-être. Vous voyez? Voilà, et ici, ça a été probablement un faux signal. On continue. Voilà. On va voir à quel moment la moyenne mobile va nous informer qu'il y a un retournement à nouveau et voir comment ça sera avec les autres techniques qu'on connaît. Ok, on va voir ça rapidement. Ok, vous voyez que ici, le retournement, déjà ici, avec la théorie de dos, ici, on voit que le prix n'a pas pu faire un plus haut ici. Il n'a pas pu casser ce niveau-là. Il fait ici un pic qui est plus bas que le pic précédent. Normalement, le pic devait être plus haut. Comme ça s'est fait derrière, il fait ça. Et en plus, il vient casser, en fait, ici, le dernier plus bas ici. Donc, ça veut dire qu'on est clairement en train de se retourner. On est clairement en train de cesser de monter. Maintenant, les moyennes mobiles viennent de se croiser ici. Vous voyez, ils viennent de se croiser. Au moins ici, c'est un peu plus à jour. Mais sauf que ce croisement est faible pour pouvoir dire avec une moyenne mobile qu'on a un retournement intéressant. Vous voyez? Alors qu'avec déjà la structure du marché, on a un retournement. Avec les moyennes mobiles aussi, avec la ligne de tendance, si on trace une ligne de tendance ici, vous allez voir qu'elle nous informe même beaucoup plus tôt qu'on a un retournement éventuel. Vous voyez, on va évoluer maintenant et on va voir à quel moment les moyennes mobiles vont nous dire qu'il y a un retournement qui se prépare. Voilà, donc vous voyez que ça a été peut-être quelque part ici. Mais cette fois-ci, c'était mieux. Voilà, c'était mieux. Donc, j'espère que vous comprenez un peu les faiblesses des moyennes mobiles. Donc, ça veut dire que pour analyser la tendance, la moyenne mobile va être un peu plus compliquée. Maintenant, on va ajouter une troisième moyenne mobile qui est très, très utilisée. OK, qui est très, très, très utilisée. Voilà. Ici, on va paramétrer rapidement. C'est la moyenne mobile 200. La moyenne mobile 200 période avec un style qui doit être extrêmement large. Voilà. La moyenne mobile 200 période utilise les 200 dernières bougies pour faire son calcul. Donc, c'est une moyenne mobile très solide.
qui est beaucoup utilisé, même, attention, même pas des professionnels. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Comment vous pouvez dénigrer les moyennes mobiles alors qu'il y a des professionnels même qui l'utilisent? Il y a des professionnels qui l'utilisent sérieusement. C'est très, très sérieux ça. Vous voyez? Voilà, donc ici, voici les 3 moyennes mobiles les plus utilisées. On a la moyenne mobile 20 périodes, 50 périodes, 200 périodes. Ce sont les moyennes mobiles les plus utilisées. Maintenant, il y a une autre utilisation des moyennes mobiles, c'est que ces moyennes mobiles peuvent servir de support dynamique. C'est-à-dire que on a constaté que lorsque le prix vient sur les moyennes mobiles, surtout la moyenne mobile 200 périodes par exemple, lorsque le prix vient toucher la moyenne mobile, on peut avoir, le prix a tendance à rebondir. Il touche la moyenne mobile 200, il a tendance à rebondir. Il a tendance à rebondir. Ça également, ce sont des hypothèses qu'il faut vérifier. Parce qu'il y a des gens qui construisent leur stratégie autour de ça. Donc, si vous vérifiez et vous constatez que statistiquement, c'est bon, tant mieux, vous pouvez l'utiliser. Il n'y a pas de honte à utiliser ça. Vous voyez? Donc, c'est une histoire vraiment de statistiques. Donc là, ce côté-là des moyennes mobiles, cette propriété-là des moyennes mobiles, on va beaucoup plus aller en détail dans les prochaines vidéos. Pour l'instant, on est concentré juste sur la définition de la tendance avec les moyennes mobiles. Pour le reste, on va le voir dans très probablement la prochaine vidéo ou les vidéos qui vont suivre. OK? J'espère que c'est clair. Voilà, maintenant, nous sommes pratiquement à la fin. Nous sommes à la fin de deux choses. Nous sommes à la fin de cette vidéo et nous sommes à la fin de l'analyse de la structure du marché, de l'analyse de la tendance. Et au cours de ces vidéos-là, on a vu plusieurs méthodes d'analyse de la structure, de la tendance. C'était d'abord la théorie de Dow. On a parlé de la théorie de Dow, on a parlé des lignes de tendance, on a parlé des moyennes mobiles. Et là, si on veut faire un petit classement en termes d'efficacité, d'analyse de tendance, on peut dire que d'abord, on a la théorie de Dow qui est très efficace dans l'analyse de tendance en analysant les pics et les creux, l'évolution des pics et des creux progressivement. On peut dire que la théorie de Dow reste imbattable. Et en deuxième position, on peut parler de la ligne de tendance. La ligne de tendance a sa place également et permet d'analyser aussi la tendance. En troisième position, avec bien sûr les outils qu'on a vus, on peut parler aussi de la moyenne mobile. Parce que bien sûr, même si la moyenne mobile est selon moi moins efficace que les deux autres, la moyenne mobile aussi a sa place. Et c'est peut-être moi qui l'utilise pas bien. Il y a peut-être d'autres personnes qui ont une meilleure façon d'utiliser la moyenne mobile pour pouvoir, pourquoi pas, analyser beaucoup plus efficacement même que la théorie de Dow. C'est possible. Il faut vraiment être honnête à ce niveau-là. C'est possible. Donc, selon moi, ma capacité d'analyse, ma capacité de perception des choses, voici mon classement. Vous voyez? Et je ne suis pas contre d'autres classements éventuels. Dites-moi quand même dans les commentaires ce que vous pensez de ce classement. Est-ce que vous pensez que vous êtes d'accord avec mon classement? Et dites-le moi, j'aimerais bien le savoir. Maintenant, il y a d'autres possibilités, c'est que vous n'êtes pas obligé d'utiliser une seule méthode. Vous pouvez utiliser les deux là pour analyser votre tendance. Vous pouvez utiliser tout à la fois. Vous pouvez utiliser la combinaison qui vous correspond le mieux. Le plus important, c'est de ne pas trop charger son graphique. C'est de ne pas aussi trop s'embrouiller. Vous voyez? Et surtout, de vérifier si ce qu'on fait, si ce qu'on est en train de faire marche. Il y a toujours ce côté vérification qui revient toujours. C'est le côté vérification qui donne raison. Vous voyez? Voilà, j'espère que c'est clair. Maintenant, à partir de la prochaine vidéo, nous allons attaquer des sujets beaucoup plus intéressants qui seront maintenant les zones d'attaque. Nous allons commencer à parler des zones d'attaque. Puisque maintenant,
La direction, c'est clair. Nous savons tous comment on analyse la direction, on analyse la tendance, tout ça, tout ça. Maintenant, on va parler des zones d'attaque. On va parler des supports, des résistances, les supply zones, les demandes zones, les supports obliques, supports mobiles, hein, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Les supports résistants, ce sont des zones de prix où on se positionne pour pouvoir aller dans le sens du prix, dans le sens de la direction. Donc, une fois la direction analysée, la tendance analysée, ce qui vient de façon logique, c'est les zones d'attaque. Donc, nous allons voir ça à partir de la prochaine vidéo. C'était Roland Trading. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, likez, partagez-la massivement aux débutants. Vous voyez, voilà, merci et ciao.